Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Tout de suite les titres de ce 10 octobre. Demain, coup d'envoi du mouvement interprofessionnel. Plusieurs syndicats entendent manifester contre la politique du gouvernement. 2,5 millions de votants pour la primaire socialiste, un succès pour le parti. Focus sur les scores et la participation dans ce journal. Et puis quelles sont les réactions de nos politiques en Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher? Analyse dans un instant. Et on commence avec cette journée d'action nationale interprofessionnelle à l'appel de la plupart des syndicats pour la défense du pouvoir d'achat et l'emploi, notamment. Le public et le privé sont concernés. Dans certains secteurs, des appels à la grève ont été lancés, notamment dans les transports, avec des sérieuses perturbations en perspective. On fait le point en région centre avec Gaël Poulain à la gare de Saint-Pierre-des-Corps. Il faudra s'armer de patience ce mardi 11 octobre et même dès ce soir sur le réseau SNCF, puisqu'aucun Lunéa, les trains de nuit, ne circulera ni cette nuit, ni dans la nuit de mardi à mercredi. En ce qui concerne la journée de demain, on comptera en moyenne un TGV sur 2, avec toutefois 3 TGV sur 4 en heure de pointe sur les lignes Paris-Province. 50% du service TER sera assuré avec là aussi un petit mieux sur les heures de pointe avec 2 trains sur 3 sur les lignes Paris-Chartres-Le Mans et Orléans-Tours. À noter également l'absence de navettes entre les gares de Tours et Saint-Pierre-des-Corps mais aussi entre les gares d'Orléans et Fleury-les-Aubrais avec une solution de secours à Orléans, la possibilité d'utiliser le tramway pour rejoindre la gare de Fleury-les-Aubrais en se munissant de son titre de transport SNCF. Pour plus d'informations, différents sites internet www.ter-sncf.com/centre pour le réseau régional, les sites sncf.com et infoligne.com pour tous les trafics et enfin un numéro de téléphone là pour le TER 0800 83 59 23. Côté transport urbain, la direction de Fil Bleu se veut plutôt optimiste puisqu'avec un taux de 29% de grévistes annoncés, l'exploitant prévoit d'assurer 62% du trafic. Mais certains de vos trajets pourraient être difficiles. On notera par exemple la ligne 9 entre la gare de Tours, Chambray et Joué-les-Tours avec seulement 3 bus sur 10. De même pour la ligne 50 entre Luynes et la Ville aux Dames et la 61 qui vous emmène jusqu'à Vernoux-sur-Brenne. Autre info sur le réseau urbain, les lignes Citadine et Électron ne circuleront pas du tout. En revanche, les lignes scolaires seront assurées. Mais si votre bus circule, prévoyez quand même un certain nombre de retards. Pour plus d'informations, un numéro vert est à votre disposition, le 0800 600 408. Des infos également accessibles sur le site www.filbleu.fr. Enfin, à Blois, le réseau ne devrait pas être perturbé ce mardi en dehors des heures de manifestation puisqu'aucun préavis de grève n'a été déposé. De même pour les réseaux départementaux, fil vert pour l'Indre-et-Loire et route 41 pour le Loir-et-Cher. Mais restez vigilants et surtout prévoyants, cette journée de mobilisation nationale pourrait bien être source de bouleversements sur vos réseaux de transport. Et les transports ne seront pas les seuls à être perturbés par cette journée d'action. En Indre-et-Loire et dans le Loir-et-Cher, d'autres secteurs seront touchés. Le détail avec Aurélie Renaud. Après la manifestation du 27 septembre dernier, côté enseignement, on ne s'attend pas à une mobilisation très massive demain. Aujourd'hui, l'inspection d'académie ne faisait d'ailleurs aucune estimation du mouvement de grève. À Tours, les services de la mairie seront ouverts. Attention cependant, on annonce la fermeture de 15 restaurants scolaires et de 4 structures petite enfance. C'est le cas des haltes garderies de Roche-Pinard et des Fontaines, de la crèche Grécourt et de l'accueil collectif Toulouse-Lautrec. À Blois, en cette fin de journée, la mairie ne répertoriait, elle, pour le moment, aucune fermeture des services. Côté préfecture, en Indre-et-Loire comme dans le Loir-et-Cher, les services accueilleront bien le public, mais ils pourraient cependant tourner au ralenti. Demain, toujours suite à ce préavis de grève, à la Poste, la distribution du courrier pourrait elle aussi tourner au ralenti et notez que les portes de quelques bureaux de poste pourraient rester closes. Dans le privé, des mouvements de grève aussi ont été lancés chez Michelin, Safety ou encore SKF, où la CGT appelle à 2 heures minimum de débrayage. Un mouvement qui sera aussi suivi dans le secteur de la santé, notamment le personnel hospitalier, comme les équipes médicales du CHU Bretonneau à Tours. Elles réclament le renforcement des effectifs qui, insuffisants, peuvent interférer sur la qualité du soin. Écoutez Claire Delors, secrétaire syndicale CGT au CHU Bretonneau. Dans mon service en ORL, il y a 4 secrétaires. Sur ces 4 secrétaires, 2 sont en arrêt pour maternité ou maladie. Et elles ne sont que partiellement remplacées.
Conséquence, les patients sont convoqués pour certains avec 2-3 mois de décalage et les prises en charge sont d'autant plus reportées. Pour des enfants âgés, par exemple des enfants sourds âgés d'1 an, reporter une prise en charge, une intervention chirurgicale de 3, 4, 5, 6 mois, c'est une perte de chance énorme. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, chaque mois compte. Au quotidien, ça signifie que par exemple dans mon service, il ne peut plus y avoir tout le temps quelqu'un pour répondre au téléphone. Donc on est obligé de mettre le répondeur, ce qui n'est pas normal pour un service public dans un hôpital. Ça signifie qu'il y a une tension continuelle que nous ne pouvons pas assurer dans de bonnes conditions alors que nous avons les compétences, les connaissances, que toutes les équipes sont très qualifiées et nous sommes obligés de ne pas être, nous ne sommes pas disponibles pour les patients. Et la manifestation à Tours partira place Anatole France dès 10h30. On passe à ces images impressionnantes maintenant, celle de cet incendie qui a ravagé samedi soir un garage automobile de Saint-Pierre-des-Corps. 600 mètres carrés de bâtiments, une cinquantaine de voitures ont été détruites par les flammes. 47 pompiers appelés sur place ont mis 1 heure pour maîtriser le sinistre. Une enquête est toujours en cours. La piste criminelle n'est en tout cas pas écartée. Et puis on en vient à l'événement politique du week-end, la primaire socialiste marquée par une participation importante. 2,5 millions de Français ont participé. Je vous rappelle les résultats nationaux. Tout d'abord, François Hollande et Martine Aubry sont arrivés en tête de ce premier tour avec 39,2% et 30,7% pour Martine Aubry. Arnaud Montebourg, lui, est la révélation de ce scrutin avec 16,8%. Grande surprise pour le score décevant de Ségolène Royal. La présidente du Conseil général de Poitou-Charentes enregistre seulement 6,9%. Et puis si l'on zoome en Indre-et-Loire maintenant, 24 790 votants, 40% pour François Hollande, 29% pour Martine Aubry, 18% pour Arnaud Montebourg, Manuel Valls 6% et Jean-Michel Baillet 0%. Le département du Loir-et-Cher à présent enregistre lui un peu moins de votants, 10 697, 42% se sont prononcés en faveur de François Hollande, 30% pour Martine Aubry, 16% pour Arnaud Montebourg, 7% pour Ségolène Royal, 5% pour Manuel Valls et 0% pour Jean-Michel Baillet. Place maintenant aux réactions des politiques locaux avec en toile de fond la question que tout le monde se pose avant le second tour dimanche prochain. Vers qui de François Hollande ou de Martine Aubry iront les voix d'Arnaud Montebourg, le candidat de la démondialisation qui se place en position d'arbitre? Analyse avec Julien Gauthier. Que ce soit à l'école Rabelais ou au Halles, il n'y avait pas la queue devant l'isoloir, mais un flux régulier de votants. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé ces citoyens, soit militants, soit sympathisants, en tout cas, qui ont signé la charte des valeurs de gauche? La motivation, c'est de venir participer à un acte citoyen et puis aussi pour participer à un événement qui est un peu nouveau dans le paysage politique. C'est de contrebalancer un peu ce qu'on dit dans les sondages là, et faire valoir, essayer de faire valoir les vraies valeurs de gauche au PS qui ne sont pas, à mon avis, portées par les deux principaux candidats. Il y a un mois, Pierre ne pensait pas venir voter. Et puis il a vu les 3 débats télévisés. Une motivation est née, celle d'appuyer les arguments d'Arnaud Montebourg. Le plus utopiste, c'est lui qui a envie de changer les choses, c'est lui. C'est Montebourg, les autres restent un peu sur la continuité politique, et Montebourg, il a envie de changer les choses, apparemment. Donc, il faut l'écouter. Mais je ne suis pas forcément pour lui, hein. C'est à voir. 10 700 personnes se sont déplacées dans les 26 bureaux du Loir-et-Cher. 24 800 ont voté dans les 86 bureaux répartis dans l'Indre-et-Loire. Un succès quasi inespéré pour le premier secrétaire de la Fédération 37. Nous, on est une fédération, il y a à peu près 1000 militants, à peu près tout le monde était à tenir les bureaux de vote et on a, et ce sera le cas aussi nationalement, 20 fois plus de personnes qui vont participer à la désignation de notre candidat ou de notre candidate, puisque rien n'est joué au moment où je vous parle. Et donc, je pense que ça change quelque chose dans la donne politique. Ça changera sûrement quelque chose dans le fonctionnement du Parti socialiste. Et au-delà du PS, nombre d'électeurs de la primaire ont voulu faire partie, intégrer une dynamique face à la droite, à la tête de l'exécutif en France depuis 17 ans. Vous l'aurez compris, c'était donc le sujet de Romain Delville sur la forte mobilisation. On revient donc à présent sur le sujet de Julien Gauthier, sur, bien sûr, les réactions de nos politiques locaux.
Seuls 9 petits points séparent Martine Aubry et François Hollande. Et ce sont les électeurs qui ont plébiscité Arnaud Montebourg à 17% qui sont invités à jouer les arbitres. Alors du côté des deux camps finalistes, c'est à celui qui saura séduire ces électeurs qui ont notamment voté pour l'idée de démondialisation portée par Montebourg. Décréter qu'on va démondialiser, c'est aussi compliqué que d'indiquer que la Loire va couler dans l'autre sens et qu'elle va remonter vers le Mont-Gerbier des Joncs. Donc simplement, ça dénote une inquiétude et je pense qu'un candidat à la présidence de la République, comme François Hollande, doit évidemment en tenir compte parce qu'on est aussi le représentant de ceux qui votent pour vous. Je crois que beaucoup d'électeurs et d'électrices qui se sont retrouvés derrière Arnaud Montebourg se retrouveront plus facilement derrière Martine Aubry, qui a une ambition à l'évidence plus forte sur des questions économiques et sociales, plus forte que François Hollande. Bien malin celui qui peut prévoir l'intention de vote de ses électeurs si jamais ils se décident à retourner vers les urnes. Une chose est en revanche quasi certaine, l'écart de voix entre les deux candidats risque d'être faible et la tension d'autant plus forte. Alors chacun, quel que soit son camp, appelle à garder l'union. Le Parti socialiste a été uni autour d'un débat qui permettait de choisir la meilleure, de choisir le meilleur. Il le sera, j'en suis complètement persuadé, très sincèrement, tout au long de la campagne jusqu'en avril et mai 2012, parce que l'opinion nous attend, parce que le péril doit être redressé, parce qu'il faut changer de politique et que c'est bien là l'essentiel. François Hollande comme Martine Aubry disent entendre le message exprimé à travers le vote Montebourg. Reste que le principal intéressé, lui, ne s'exprimera que lors du journal de 20h sur France 2. Tous attendent une consigne de vote qui peut-être ne viendra pas. On passe au sport à présent avec la 105e édition Paris Tour. Le départ s'est fait en Eure-et-Loire. C'est un Belge qui a remporté cette course, Greg Van Avermaet de l'équipe BMC. Une édition qui n'a pas vraiment déplacé les foules. Jean-Maurice Prin, notre journaliste, a rencontré Jonathan Hiver, un cycliste natif de Chambray-les-Tours. C'est une arrivée un peu perturbée par les travaux du tramway qui a conclu ces 230 km de course. Une épreuve remportée par le Belge Greg Van Avermaet de la formation VMC, juste devant l'Italien Marcato, victime visiblement d'une crampe juste avant la ligne. Pour le local de l'étape Jonathan Hiver, membre de l'équipe Source-Jason, la course a été difficile. Il n'y a pas beaucoup de petits gabarits qui ont réussi à faire quelque chose, donc je ne suis pas très déçu. Je savais que ça allait peut-être Ça fait déjà 2 ou 3 années de suite que je suis limite avec les bordures. Bon, je passe à chaque fois, mais là aujourd'hui il y avait un peu trop de vent, ça n'a pas fait de cadeau. Mais pour le natif de Chambray-les-Tours, finir la saison à la maison est toujours quelque chose d'appréciable. C'est bien, il y a les copains, la famille, tout ça qui est là, donc c'est sympa de voir tout le monde. C'est pas souvent qu'on voit tout le monde à l'arrivée comme ça, donc là c'est bien, c'est bien. Une fois encore, cette classique échappe à un champion du monde en titre. Cette année, le Britannique Mark Cavendish faisait office de favori. Et une fois encore, c'est un Belge qui inscrit son nom au palmarès, la Belgique qui compte désormais 40 victoires. Et on termine cette édition avec de la danse. La 14e édition des rencontres régionales de danse urbaine a débuté samedi par des danses de rue dans le centre de Tours. Comme vous le voyez, 2 temps forts cette semaine. Je vous les annonce. Jeudi, No Limit, spectacle chorégraphique hip-hop à l'espace Malraux. Et vendredi, soirée culture hip-hop. Et la grande nouveauté de cette édition cette année, bien cette soirée démarra avec une conférence d'Olivier Cachin au Temps Machine. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, on revient sur l'événement politique du week-end, la primaire socialiste, avec Marisol Touraine qui sera notre invitée de la rédaction. A tout de suite.